L'objet de la table ronde, c'est de faire vraiment témoigner les acteurs des clubs, donc les cinéastes qui en ont fait partie, avec vos propres mots. Donc même si on a eu deux exemples très universitaires ce matin, vous inquiétez pas, vous répondez comme vous pouvez répondre, faut pas se mettre la pression, etc. J'ai donc mentionné ce matin qu'il s'agit de reprendre les éléments clés sur cette histoire particulière qui est celle des clubs des cinéastes amateurs dans la région. Et donc, c'est une histoire qui est née à peu près dans les années 30, avec l'arrivée des pellicules 9.5, 8, on en a parlé tout à l'heure, Super 8 et 16 mm. Et en fait, c'est ça qui a impulsé l'arrivée des clubs de cinéastes amateurs un peu partout sur le territoire. Donc, dans la région, le premier club qui a apparu, c'est le CCDF, donc le Ciné-Club des Flandres, que Sony nous a bien expliqué. Et pourquoi je mentionne ce club dans cette introduction, c'est parce qu'en fait, c'est le club dont le président Henri Soyer, c'est celui qui a permis de développer vraiment les clubs de cinéastes amateurs dans la région, parce qu'à un moment donné, Henri Soyer a décidé de créer des sous-sections un peu partout dans la région. Donc au début, il y avait le Touquet, Amiens, et qui en fait sont devenus après des clubs à part entière et qui aujourd'hui nous font arriver jusqu'à une cinquantaine de clubs qui ont existé entre 1936 et aujourd'hui. Henri Soyer a aussi travaillé de manière très active dans la région, puisqu'il a aussi créé le GACM, le groupement des cinéastes amateurs madeleinois, dont Bertrand a fait partie. Il a créé à la suite de la Seconde Guerre mondiale pour se rapprocher de son commerce de photographie et de permettre à d'autres membres de pouvoir participer à cette création. Il dit, notamment dans une des revues, que le but en fait des clubs, c'est d'entretenir des liens d'amitié entre les adeptes du cinéma amateur et encourager le développement de l'art cinématographique. Et je pense que vous êtes d'accord avec cette affirmation. Pour cette table ronde, on va évoquer plusieurs problématiques. Donc, pourquoi les cinéastes se regroupaient-ils ? Quelles sont les activités qu'il y avait au sein de celui-ci? Qu'est-ce qu'ils filmaient? Et il s'agit en fait aussi de comprendre comment les clubs étaient formés et pourquoi on participait à des concours régionaux, etc. Donc on va faire cette table ronde en 3 parties. Donc tout d'abord, on va s'intéresser à votre parcours personnel, à chacun. Ensuite, on va s'intéresser vraiment à la vie des clubs. Qu'est-ce qu'on faisait dans les clubs, à part projeter des films et discuter? On faisait bien d'autres choses. Et enfin, on va revenir un peu sur les concours régionaux qui amènent à des concours nationaux et des concours internationaux. Pour cela, du coup, à la table ronde, on a donc Christian Bécuve, qui est président du CCAD, donc le club à Dunkerque, Bertin Starkman, donc après William, tu les as déjà présentés, vice-président de la région et membre du LMCV, et Jacques Guessens, tu es membre du club d'Alluin et LMCV également. J'ai sorti une citation d'une revue qui dit « Là où nous étions tout à fait en famille, et on vient d'ailleurs des familles entièrement de cinéastes, les séances se prolongeaient parfois tard dans la nuit. On projetait dans la cabine du club où il était difficile de se tenir à deux. Le tutoiement entre anciens était de rigueur. » Et je voulais utiliser cette citation pour en fait vous poser la question à vous. Qui êtes-vous et pourquoi vous avez décidé d'intégrer un club de cinéastes amateurs? Qui suis-je? Christian Bécuve, là je l'ai déjà dit. Donc, le club, le CCAD existe depuis 1948. Je ne l'ai pas intégré à cette époque-là. J'étais un peu jeune, mais j'étais déjà là quand même. Et j'ai intégré ce club vers les années 70. Dans les années 70. Donc, ça fait un peu plus de 50 ans que je fais du cinéma. Enfin, j'ai commencé avec du Super 8, comme tout le monde. Oui, Super 8, avec une petite Boer, et puis j'ai évolué au sein du club. Le club, à l'époque, comptait quand même une cinquantaine de membres, chose qui n'existe plus maintenant, puisque on est peut-être une quinzaine, et c'est déjà pas mal. Et donc une cinquantaine de membres qui se réunissaient, c'était 2 fois par mois,
On a continué d'ailleurs, on continue encore cette formule-là. Et on projetait des films, on faisait, à l'époque, je me souviens très bien, on faisait des concours internes. C'est-à-dire que les gens ont donné un sujet ou pas, et puis il fallait que l'on fasse chacun dans son petit coin, ou à deux, ou en groupe, on pouvait éventuellement le faire aussi, présenter un film sur le thème qui avait été choisi. Et il y avait un concours, un vrai concours, avec des lots, des prix, etc. C'était une émulation qui était quand même très intéressante à l'époque. On a du mal à le faire maintenant. Je pousse pourtant à ce que les adhérents fassent des petits films de concours. Je n'ai pas encore réussi à les faire travailler comme ça. Par contre, ils travaillent en sous-groupes. Ils font des petits groupes de 2, 3 ou 4. Et là, ça va mieux. Donc peut-être que dans quelques temps, ça va changer. Et puis on aura la possibilité de faire des films individuels qui seront présentés dans un concours interne. Est-ce que tu peux juste parler un peu plus de ton parcours? De mon parcours. Comment t'es arrivé au cinéma? Je suis arrivé au cinéma, c'était avant la naissance de mon premier. J'ai dit, tiens, il va falloir que je fasse des images pour me souvenir de comment il était, de comment j'étais, de comment nous étions, toute la famille. Puis ça a commencé comme ça. Donc j'ai acheté une petite caméra, j'ai commencé à faire des petits films personnels, quoi, familiaux. Et là, c'était donc avant que j'intègre le club. Et j'ai su qu'il y avait un club qui est opérationnel sur Dunkerque. Donc je m'y suis inscrit. À l'époque, c'était Monsieur Joly qui était le président. On était une cinquantaine de membres. Et puis ensuite, j'ai évolué dans le club, quoi, pour finir président. Ça fait déjà, je sais pas, une quinzaine d'années que je suis président. Et malheureusement, tous les anciens que j'estimais beaucoup et qui faisaient du beau travail, comme Bernard Hugo, Jean Joly, etc., sont tous disparus maintenant. Et ça, c'est un peu dommage, quoi, parce qu'eux avaient encore plus la mémoire, puisqu'ils étaient là nettement avant moi, du club. Voilà. Oui. Alors j'ai commencé en 1964. Voilà, jeune marié. J'ai vendu une collection de thèmes pour acheter ma première caméra muette en 8 mm. Mais il n'y avait pas de son à l'époque, au niveau du 8. Et puis, je suis assez exigeant, donc j'ai commencé bien sûr à contacter le premier club, c'est le CCDF. J'ai fréquenté, comme je l'ai dit tout à l'heure, arrivé tout jeune, je savais à peine filmer. Quand je voyais ce qu'ils faisaient et les critiques qui se pratiquaient, j'ai rasé les murs. Je me suis dit, bon, je vais aller voir. Il y avait un autre club à Lille qui s'appelait Lucan. Donc je suis allé à Lucan, mais c'était le même combat. Ils étaient tous en 16 mm pratiquement. Bon, donc je me suis, dans mon coin, j'ai essayé de progresser. Le Super 8 est arrivé. Donc, bien sûr, on a suivi l'évolution technique. Je suis passé au Super 8. Puis le son est arrivé sur le Super 8. Donc le son n'était pas terrible. On commençait à pouvoir sonoriser ces films, mais avec plein de problèmes. Et donc, professionnellement, j'ai dû déménager. Donc, on est parti dans la région de Valenciennes. J'ai rejoint un club à Valenciennes qui s'appelait les cinéastes valenciennois, avec Serge Boutique à l'époque comme président. Et puis ensuite, c'était bien, mais ça n'avançait pas beaucoup au cinéaste valenciennois. Je ne sentais pas de progression. Donc, un ami m'a dit, il faut que tu reviennes sur l'île au GACM. Et effectivement, j'ai rejoint le GACM avec Jean Buisine. Et là, je suis passé au 16 mm. Et puis là, j'ai vraiment senti que je faisais un bond en avant. Et ce qui m'a fait attendre 10 ans pour atteindre le niveau national, quoi. Voilà, il a fallu 10 ans pour que, enfin, j'ai un film de sélectionné au national. Et puis là, je me suis vraiment éclaté en 16 mm, puisque j'avais acheté tout l'ancien matériel d'FR3 en son, en synchrone, etc., avec table de montage. Enfin, c'était une installation terrible. Et pendant un moment, d'ailleurs, je l'ai
pas mal de conférenciers de connaissances du monde venaient faire les bandes-son chez moi. Donc c'était intéressant, parce qu'on voyageait par leur récit. Et puis ensuite est arrivée la vidéo, les premières vidéos. Déçu par la qualité de l'image, parce que c'était à l'époque le VHS, etc. C'était pas terrible. Au niveau du montage, ça se faisait que par recopie, donc en dégradation de la qualité de l'image. Bon, puis ensuite, en vieillissant, la retraite est arrivée et la vidéo a fait beaucoup de progrès. En 2000, les premiers ordinateurs ont permis de faire du montage. Et là, je suis vraiment parti à fond avec mon épouse, puisque il faut toujours, comme je dis, impliquer son épouse dans l'affaire si on veut changer de matériel régulièrement. Et ça pose pas de problème à ce moment-là. Voilà. Mais elle participe bien, elle filme aussi, elle fait la prise de son. Donc c'est bien. Et puis je suis en train de monter mon 263e film. Si, je te jure, j'ai tout répertorié. Donc voilà. Alors avec plus ou moins de bonheur, hein. Bon, j'ai réussi à quand même avoir quelques films de sélectionnés et de primés à l'UNICA. Enfin bon, mon épouse aussi d'ailleurs a été primée à l'UNICA et voilà. Alors actuellement au sein de l'MCV, j'anime un atelier de montage, hein, et puis aussi j'anime généralement un tournage de film club. Parce que je pense qu'il faut partager un peu ce qu'on sait ou ce qu'on croit savoir avec les autres et essayer de faire avancer tout le monde, quoi. Voilà, c'est un petit peu le but. J'ai toujours aimé ce côté réalisateur de cinéma parce que on fait des rencontres. C'est des rencontres que l'on fait. On s'intéresse à un sujet qu'on ne connaît pas, qu'on découvre. On fait des belles rencontres de personnages et puis ça nous parfois amener des aventures un peu dans tous les coins du monde, quoi. On est parti partout. Donc c'est vraiment une vie de cinéaste amateur, entre guillemets, c'est-à-dire aimer, à partir du verbe aimer. Donc intéressante, voilà. Belle activité. À toi, Jacques. Bon. Donc, moi, j'ai commencé la vidéo tout jeune. Voilà, le cinéma, pardon. Le cinéma en 1968 avec un petit appareil Sony qui était donc du Super 8, muet également. Mais mon intérêt, c'était surtout de faire des films de famille. Jeune marié, j'ai eu des enfants. Bon, j'ai fait des films pendant 20 ans sur les affaires familiales, disons. Et ensuite, je travaillais sur Aluin et j'avais un ami qui était au club de Cinélis. Et c'est cet ami qui m'a amené en 93, donc beaucoup plus tard qu'eux, à faire un peu de vidéo à l'époque. Hein, parce qu'on était déjà, à l'époque, on commençait la vidéo. Et en 96, donc je venais juste d'arriver, je me suis acheté le premier ordinateur. Et je commençais à faire des montages avec le Adobe Premiere. Bon, au départ, c'était très compliqué parce qu'il fallait essuyer les plâtres. Je n'ai jamais fait de montage de Super 8. Hein. Tout ce que je faisais, c'était couper les films, les mêmes choses, mais je n'ai jamais fait de doublage son et tout ça. Donc, un petit peu à la fois, je me suis initié à la prise de vue parce que, bon, au départ, je maniais le caméscope comme une canne à pêche, quoi. On m'a dit au début, et un petit peu à la fois, puis en faisant des cours, et puis en étant avec des amis, puisqu'on se rencontrait au moins une fois par an pour les concours régionaux. Et en 99, Gabriel Ott, qui était le président de l'époque, m'a demandé de devenir trésorier. Pourquoi? Parce que j'ai une formation de comptable. Donc, un petit peu à la fois. Donc, j'ai tout suivi l'évolution depuis 1993 des différents présidents, dont Bertin, dont j'ai été le trésorier également à une époque. Et puis, on m'a demandé aussi de me rapprocher du club de l'MCV. Pourquoi? Parce que je cherchais aussi un comptable, un trésorier. Donc, je suis devenu trésorier de l'MCV après être trésorier de l'Union régionale. Et à 3 ans, la place était libre, il ne voulait plus continuer, il était fatigué, il voulait faire du film. Donc j'ai remplacé Bertin. Et voilà, j'ai réalisé pas mal de films quand même, j'ai à peu près une centaine de films, mais qui sont des films familiaux. Bon, c'est vrai que chaque fois qu'il y avait un mariage dans la famille,
on appelait Jacques pour aller faire le film. Et donc, ce qui me plaît le plus, moi, dans le cinéma, moi, c'est le montage. Et du coup, une question essentielle, parce que tu viens de le dire, tu filmais principalement des mariages, etc. Mais vous n'avez pas vraiment parlé de vos films. Quels sont les films, quels sont les sujets que vous aimez aborder, ouais. Oui, hormis les films de famille, des reportages. J'ai fait des reportages, j'ai fait des fictions aussi, il me semble, des films minutes. Films minutes, j'aime bien. Un film minute, c'est un film qui dure 60 secondes. Avec le générique, avec l'entrée en matière, le déroulement, la conclusion, enfin la chute et le générique. Voilà. Et c'est pas facile. Il ne faut pas croire que c'est... C'est un exercice assez difficile. C'est un exercice assez difficile à faire, mais j'aime bien, c'est passionnant. Bon, je sais pas, j'ai dû réaliser aussi une centaine de films, comme oui, notamment sur le carnaval, sur la vie de Dunkerque, un petit peu ici, quand même. Personnellement, en dehors de l'animation, parce que j'ai jamais touché à l'animation, mais j'ai touché un petit peu tous les aspects du cinéma. Donc, il y a 40 ans, c'était assez facile de faire une chanson filmée parce que on était moins l'accent sur les droits d'auteur, etc. Donc, les chansons filmées, c'était un genre intéressant. On a fait quelques-unes. Puis j'ai fait des fictions. Fait beaucoup de documentaires, reportages avec des portraits d'artistes, etc. Et puis voilà. Donc un petit peu dans le domaine exploré, quoi, disons. Alors oui, aujourd'hui, faire des chansons filmées, il faut obtenir les droits d'auteur, droits de diffusion. Bon, c'est cher et c'est compliqué. Généralement, si on attaque des chansons de grands artistes, on n'a pas de réponse, quoi. Donc c'est un genre qui a tendance à disparaître. Comment vous avez réussi à conjuguer vie professionnelle et être cinéaste amateur? Parce que tu as mentionné plus de 200 films. La majorité de ces films s'est fait depuis la retraite. Ça fait quand même 23 ans que je suis en retraite, donc et on fait pratiquement que ça, quoi. Donc on arrive à faire 5, 6, 7, 8, 10 films qu'il faut dans l'année, quoi. Alors si le film est compliqué, on fait une petite équipe avec le club. Ou alors on fait carrément un film club en mélangeant les qualités et les expériences des uns et des autres. C'est-à-dire pour le son, la lumière, les décors, la manipulation, etc., quoi. Voilà. Et quelquefois acteurs même. J'ai une question à te poser, Bertin. Est-ce que tu as dans tes membres des spécialistes? Oui. Son, lumière, etc. On avait un spécialiste son et puis un qui était bon aussi pour la lumière. Bon, ils ont quitté le club. Bon, non, c'est les compétences des uns et des autres développées au fil des années qu'on utilise. On sait qu'un tel il est bon pour faire ça. On lui demande, t'es d'accord? Généralement, ils sont d'accord de participer. Et puis ça fait toujours un tournage intéressant. Ça crée de la convivialité aussi au sein du club. Et du coup, ça m'amène un peu à la question des clubs. Tu commences à y répondre. C'est quoi l'objectif d'un club? Comment ça se passe lorsque vous avez envie de réaliser un film club? Comment ça se passe? Qui écrit le scénario? Qui fait la lumière, etc. C'est quoi le processus de création? Oui. Ce sont les clubs, je pense. Chez nous, on n'a pas de spécialiste. Si, on a un spécialiste son, mais on n'a pas de spécialiste lumière, par exemple. On n'a pas de cadreur professionnel, entre guillemets. Non, on n'a pas ça, mais on essaie d'être... j'essaie d'amener ça à ce que tout le monde soit polyvalent au maximum. Que chacun tâte un peu de la lumière, tâte du son, tâte de la caméra, etc. Et du montage aussi. Mais du coup, ça, c'est des formations qui sont données au sein du club parce que vous avez un espace, un local où vous pouvez faire ce genre de formation. Et si on rentre pas vraiment dans tout ce qui est numérique aujourd'hui, à l'époque, historiquement, comment ça se passe? Est-ce que vous savez comment ça se passait? Comment ils faisaient les formations? Est-ce qu'il y avait une personne qui était désignée pour faire les formations? Comment ça se passait? Au niveau de l'argentique, oui, il y avait des formations comme on peut faire maintenant avec le numérique, oui.
Bah, comment ça se passait? C'était plus compliqué. Enfin, Oui. c'est pas plus compliqué, mais c'était plus manuel en fait. On avait des films, on les recevait de chez Kodak. Il fallait les. Enfin, personnellement, je peux dire comment je procédais à l'époque. J'avais confectionné une barre en bois et j'y avais mis des petits clous numérotés de 1 à 50. Et là-dessus, je venais des clous sans tête. Hein, et je venais agrafer tous mes plans. Oui, que j'avais découpé sur le. Et puis, je numérotais, évidemment, je regardais sur le visionneur, je coupais, je le mettais. Parce qu'après, pour regarder, c'est compliqué. Donc, surtout qu'il y en avait qui n'étaient pas très grands. Et je faisais le montage après. Donc, je passais du numéro 5, après, c'était numéro. Voilà, c'était un peu, en gros, hein, la façon de travailler de cette époque-là. Ensuite, il fallait donc poser une piste son sur les films Super 8. Donc il y a deux pistes, hein, il y a une petite, une très très fine comme un cheveu et une un peu plus épaisse comme deux cheveux. Et il fallait donc je l'ai encore au club d'ailleurs, une petite machine qui permettait de coller sur le tout, oui, sur le film, les bandes son. Vous voyez, c'était simple. Hein. C'était manuel. Et donc c'était comme ça qu'on procédait. Et après, on procédait à l'enregistrement son sur ces petites pistes-là. Est-ce que du coup, par exemple, là, ce savoir-là que tu avais, que tu faisais, tu le faisais au club et tu le partageais aux nouveaux arrivants qui ne savaient pas comment le faire? Comment ça se passait? Est-ce qu'ils venaient te demander conseil? Est-ce qu'ils venaient au club en cherchant des conseils ou est-ce qu'ils savaient déjà tout faire? Enfin, ça se passe comment? Oui, ils venaient au club et puis je leur expliquais comme ça aussi. Mais je ne pouvais pas amener tout le matériel que j'avais chez moi pour l'amener au club parce que c'était un peu compliqué quand même de... voyez pas, hein, une barre avec tous les petits rubans non, je ne pouvais pas bouger tout ça, donc forcément, c'était du théorique. Du théorique. Mais ces genres de formation étaient plus difficiles à faire en collectif. Ça pouvait se faire qu'individuellement, c'est-à-dire généralement on disait aux membres viens à la maison, je vais te montrer comment il faut faire. Quoi. Voilà, ça se passait comme ça. Alors qu'aujourd'hui, avec le numérique, on a une petite salle, on a un très grand écran, on pratique sur l'écran, il y a une démonstration qui est faite. Ensuite, on fait faire aux membres, on fait faire venir sur l'ordinateur, etc. C'est plus simple au niveau, je vais dire, pédagogique. Hein, voilà. Mais l'argentique, c'était pas facile. Après, il y avait l'enregistrement du son qui était aussi compliqué sur l'argentique. Le mixage, la bande se déroulait, on faisait le mixage. Si on se ratait, on mettait tout à zéro et on recommençait. Hein, donc voilà. Et alors qu'aujourd'hui, avec le numérique, on a des pistes bien séparées. On fait son mixage, son équilibrage de son, ouais. Ça va tout seul. Quoi. Ouais. Tout début, mais alors c'était vraiment le tout début que j'arrivais dans le club. Il y avait une salle de projection, hein, une cabine de projection, plus exactement, avec une fenêtre pour le Super 8, une fenêtre pour le 16. Il n'y avait pas de 9,5. Non. Il y avait un tourne-disque et un magnétophone. Et il fallait jouer avec les trois, en fait. Des gens jouaient avec les trois. Alors, il fallait mettre je me souviens, la musique sur un 33 tours. Ouais. Et il fallait le mettre à 2,5 cm pour tomber pile sur le début de la musique, etc. Et ils jouaient comme ça, quoi. C'était folklore. Hein. Mais c'était passionnant, quoi, parce qu'on était plus tolérant quand même que maintenant. Parce que maintenant, s'il y a une image qui est pas à sa place, ça se voit tout de suite, et puis c'est tout de suite critiqué. Tandis que là-bas, on n'était pas à 3 secondes près pour bouger les choses, quoi. Oui. Sauf après, personnellement, quand je me suis équipé avec des bandes synchro, etc., donc là, c'était plus facile, quoi. Donc, on avait les bandes qui défilaient synchro avec le 16 mm, donc on s'arrêtait, on reculait un peu, on repartait, c'était bon, quoi. Mais il a fallu une évolution terrible, enfin, en ce qui me concerne, pour en arriver là, quoi. Ah oui, parce que c'était pas donné, le Super 8, hein, une bande
les 2 minutes, enfin 2 minutes, 3 minutes à 18 images secondes et 2 minutes 30 à 24 images secondes. Donc on avait des petites bobines comme ça, il fallait en acheter quelques-unes et il fallait pas se louper non plus. En filmant avec l'argentique, on comptait les secondes, quoi. Hop, il faut l'arrêter. Mais du coup, ça m'amène à la question, le fait d'être dans un club, est-ce qu'il n'y a pas aussi un moyen de partager les frais de dépense sur les pellicules Non. Non. Non, Chacun parce pour qu'en sa- argentique, enfin pour moi, hein, en argentique, c'était le film de un tel. Donc si c'est ton film, bah, tu payes ta pellicule, quoi. Donc il n'y avait pas de participation du club, sauf si c'est un tournage club. Voilà, c'est la seule, disons, exception. Mais à partir du moment où c'est plus un film club, bon, c'est le film d'un réalisateur, bon, ben, il assume les dépenses, bien Ouais, sûr. oui, ouais, mais quand c'est un film club, j'ai jamais remboursé qui que ce soit. Tout le monde vient, c'est du bénévolat. Ah Ils oui, viennent, oui. Ah oui, oui. ils viennent Non, mais par je parle amour du cinéma. au niveau du du matériel, quoi, du ah oui, du consommable, matériel, ouais. de la pellicule, quoi. Ouais. Bon, aujourd'hui, en vidéo, ça coûte rien, ça coûte plus rien. Et du coup, pour parler un peu plus de l'organisation d'un club, donc ce sont souvent des associations. Oui. Et nous, quand j'ai regardé les revues des clubs de cinéastes amateurs, il y avait souvent une élection chaque année avec un président, quelqu'un dans la cabine, etc. Est-ce que vous pouvez un peu plus parler de comment ça s'organise, un club de cinéastes amateurs? Donc, quand est-ce qu'ont lieu les élections? Quand est-ce que vous faisiez des séances? Pourquoi vous faisiez des séances aussi? Parfois, on a vu qu'il y en avait 2 par semaine. Donc, à quoi elles servaient? De quoi parliez-vous, etc. Oui, oui, on a 2. C'est pas des séances en fait, hein, ce sont des réunions de travail, 2 par mois. On a une le mardi et une le deuxième mardi soir à 18h et le quatrième dimanche à 10h. Donc ça, ce sont des réunions de travail en fait. On est là pour échanger, travailler, euh, parler beaucoup. Les échanges, c'est très important. Ah oui, les élections, c'est comme une association de la loi de 1901. Hein. On est tous loi de 1901, donc il y a l'Assemblée générale, il y a les délégués partants. Hein, dans chaque club, il y a dans le conseil, il y a un conseil d'administration. Nous, on est 6 dans le conseil d'administration. Donc, il y a un président, il y a un secrétaire, un trésorier, et puis 3 membres. Et on discute de ce qui... des projets du club. C'est plutôt discuté au conseil d'administration. Non, mais là, vous parliez de l'élection. Donc, l'élection, une fois que l'Assemblée générale est faite et qu'on a le nombre de conseils d'administration complet, à ce moment-là, la séance suivante, on procède aux élections, c'est-à-dire le président, le secrétaire et le trésorier. Il y a l'animateur technique, etc., la vie du club. Organisation de sortie, il faut aussi mettre beaucoup de convivialité là-dedans, hein, c'est important. Et voilà. On organise aussi une fois par trimestre des projections qui s'appellent Ciné Passion, ici à Dunkerque, au Méridien. Et là, plutôt que de laisser nos films amateurs dans les placards ou dans les tiroirs, on préfère les diffuser au public de Dunkerque et des environs, bien sûr. Et ça, ça existe déjà depuis 5-6 ans et ça a un certain succès quand même. C'est sympathique, il y a même. Alors, au niveau de l'activité, par contre, nous avons des projections tous les samedis avec discussion de films. Le but étant d'avoir évidemment des critiques constructives pour faire évoluer l'auteur. Hein, voilà. Et puis on a aussi la mise en place d'un concours interne tous les ans, donc vers le mois de novembre. Hein, tous les films réalisés, jamais vus. Donc les auteurs présentent leurs films. Et ensuite, ça permet aussi au comité de faire une sélection pour présenter les films au concours régional. Hein, puisque au concours régional, ce ne sont pas les réalisateurs qui présentent leurs films, mais c'est le club qui présente les films de ses membres. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. On va y venir après, tout ce qui est concours, comment est organisée la fédération, etc. Et juste pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, c'est surtout important d'avoir des moments de convivialité.
Nous, dans nos archives à Archipop, on a vraiment énormément de banquets, de rallyes, de moments où les cinéastes sortaient et même se filmaient en train de sortir. Il y avait même parfois des jeux concours. On a une archive filmée par Henri Soyer qui ils font un rallye des moulins où qui va filmer le plus et photographier le plus de moulins dans les années 60. Est-ce que est-ce que c'est important pour vous d'avoir ce genre de moment de convivialité? À quoi ça sert aussi? Est-ce que c'est vraiment le but d'un club aussi, c'est de se retrouver? Oui, c'est l'essentiel d'avoir un ciment, je dirais, entre les membres. Hein, ces moments de convivialité, on a vécu des moments extraordinaires, quoi, notamment au niveau après les concours ou pendant les concours, puisque les concours à l'époque souvent se déplaçaient dans la région. Donc on allait à l'hôtel, etc. Il y avait, une année, ils avaient dévissé les plaques des numéros des chambres, ils avaient interverti tous les numéros de chambre, enfin, etc. Enfin, il y a des trucs, des souvenirs, ça dansait, ça, etc. Il y avait vraiment une ambiance extraordinaire dans ces sorties. Oui, il y a quelques années, on faisait des méchouis, des choses comme ça, et on profitait de cette journée-là pour faire un film club. C'est comme ça qu'a été tourné La Barrique. Enfin, je sais pas, il y a des films que tu as certainement eu reçus et numérisés, qui ont été faits pendant des périodes comme ça, où il y avait une convivialité qui était très, très marquée à l'époque. Dans les concours que l'on fait tous les ans, il est indiqué dans le règlement que les films resteront au niveau du CVR2, je veux dire. Et les films qui sont sélectionnés au national sont partis et resteront dans la bibliothèque du national. Parce qu'ils ont, je crois, actuellement entre 5 000 et 6 000 films. Mais ça, c'est pour les films en version numérique, c'est pas pour les films argentiques. Ah, c'est pour les films numériques. Oui, films numériques. Les argentiques, ils avaient ramené leur copie et il y avait la projection et ils la reprenaient avec eux. Oui, ils les reprenaient, mais il y en a beaucoup qui ont été numérisés aussi, après. Mais à l'époque, au moment des concours, ils ramenaient leurs copies. Les copies, notamment en 16 mm, ça coûte très cher. Donc au concours, on passait l'original, on partait avec sa boîte et en faisant une prière que les collures lâchent pas. Si tu avais fait de mauvaises collures, on a l'habitude quand même. Hein. On peut partir sur les questions des concours. Et là, donc Jacques, tu vas pouvoir nous raconter un peu qu'est-ce que c'est la Fédération en fait, de cinéma et de vidéo. La Fédération française de cinéma et vidéo existe depuis 1936. Elle a eu plusieurs noms. Bon, c'est vrai qu'au départ, c'était plutôt les gens qui avaient des moyens à l'époque pour faire c'était du 16 mm à mon avis. Hein. Il y avait du 8 peut-être, et du 9,5 peut-être. Et donc ça c'est un peu vraiment démocratisé avec l'arrivée de la vidéo. Et donc cette fédération représente à peu près une centaine de clubs en France, à peu près 1200 adhérents, et nous sommes répartis en 8 régions. Donc chaque région fait son concours régional tous les ans. Le grand rendez-vous quand même, c'est à Soulac au mois de septembre, quand on fait le concours national, puisqu'il y a la sélection, les projections qui durent une journée et demie, 2 journées. Le jury fait son palmarès et un certain nombre de films sont sélectionnés pour aller au national. Et historiquement, est-ce que vous savez pourquoi elle a été créée cette fédération et pourquoi les concours ont été créés aussi? À mon sens, l'utilité des concours, c'est de progresser. C'est-à-dire que c'est un objectif en disant, bon, je voudrais atteindre ce niveau-là, donc comment je peux faire? On s'appuie sur les autres membres du club, on suit les formations du club, et le but, c'est d'avancer, quoi. Voilà. Donc c'est une des motivations. Alors parfois, ça peut aussi être une démotivation parce que quelqu'un met beaucoup d'espoir dans son film et puis il est déçu. Et est-ce que du coup c'est important pour vous qu'un film de votre club gagne un prix? Est-ce qu'il y a une célébration après qui se passe? Qu'est-ce qui se passe après les concours en fait? Parce que moi j'ai une citation là d'une revue. Je crois que c'était la revue de Boulogne-sur-Mer qui dit « Après le concours, c'est la période de calme qui suit la tempête. Chacun se livre à ses réflexions, à ses critiques, à sa joie d'avoir assisté à une soirée de gala de qualité. » Qu'est-ce qui se passe après les concours? Est-ce que vraiment vous faites une célébration
Est-ce que les films après ils sont rediffusés parce qu'ils ont gagné tel ou tel prix? Est-ce que vous suivez aussi l'historique des films qui ont gagné? Un film qui a gagné dans les années 60, est-ce que vous allez le rediffuser? Comment ça se passe? Oui. Oui, oui, bien sûr. On le rediffuse notamment dans les années 60, peut-être pas, parce que ça fait peut-être ancien, mais il se peut très bien qu'on puisse passer un film à Ciné Passion, un ancien film primé par le club. Oui, et puis il y a un autre aspect, c'est que en dehors des concours de la fédération, il existe aussi des festivals. Donc participer dans les festivals, c'est aussi une façon de diffuser nos films, de leur faire prendre l'air, quoi, hein. Et il y en a en France, festivals à thème ou généraux, enfin il y a toutes sortes de festivals. Donc il y a des opportunités de montrer ce qu'on fait, quoi. Mais c'est toujours honorifique, hein, il n'y a jamais ou rarement des prix. Nous on donne des prix un petit peu de sous, mais pas beaucoup, mais un peu. Et sur les films qui sont proposés lors des concours, vous avez tous mentionné des concours intérieurs pour justement préparer ces concours. Est-ce qu'il y a une différence entre les films qui sont présentés durant ces concours régionaux pour vraiment montrer ce qui est fait dans les clubs, ou est-ce que ça peut aussi être des films personnels? Quel genre de type, quel type de films sont présentés dans les concours? On fait une petite distinction entre le concours interne du club ou le concours de la fédération. De la fédération, c'est en principe, enfin chez nous, au LMCV, c'est le comité qui décide des films qui vont aller au concours. Ah, Et il y a 5 catégories de films, voilà. en fait. Il y a les reportages, les documentaires, les animations, la fiction et le film minute, qui dure 60 secondes. Nous sommes des amateurs. N'oublions pas que dans le mot amateur, il y a amour. Il ne faut pas oublier ça. Et puis, on se fait plaisir entre amis. Et puis, on est content de se retrouver. Bon, c'est vrai, comme on fait partie du même club, on se voit plus souvent. Christian, on se voit 3 fois par mois parce que je viens souvent à tes projections. Et on va se retrouver dans un mois parce qu'on fait le concours régional. Et là, on va se retrouver à 60-80 personnes. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je voudrais vous raconter une petite expérience récente d'utilisation du cinéma amateur. J'avais monté un projet qui s'appelait Son Film. On a beaucoup de films qui ont été numérisés par Archipop. Et entre autres films, on avait La Libération de Cassel et le Carnaval de Cassel en 46-47. Tout le monde, enfin tous les Dunkerquois connaissent le Carnaval de Cassel parce que c'est au lundi de Pâques. Et en plus, dans les collections d'Archipop, il y avait un club cinéaste de Lille qui était venu à un lundi de Pâques à Cassel au même moment que les films qui avaient été tournés par la famille Ballois, qui étaient des cinéastes de Dunkerque, enfin de Bergue et de Cassel, qui étaient assez connus dans la région, puisque pendant très longtemps, ils ont loué des films pâtés et ils ont vendu des caméras pâtées un peu à toutes les familles dans le secteur. C'est pour ça d'ailleurs que à Wormhout, on récupère tous ces films d'amateurs. Et donc, ces films en particulier étaient muets, bien sûr, et très bien tournés, puisque les frères Ballois, le père et les fils Ballois, avaient chacun une caméra et filmaient simultanément à différents endroits le défilé du carnaval, qui est assez spectaculaire et assez compliqué à suivre à Cassel. Puis j'ai montré ça aux anciens de Cassel, enfin 2 personnes d'un certain âge, membres de la Société d'histoire de Cassel. Et bien sûr, ils sont complètement tombés amoureux de ce film. Et on a fait venir les jeunes chefs de musique de l'harmonie de Cassel, qui est une harmonie assez traditionnelle et en même temps très, très moderne, puisqu'ils font pas mal de compositions. Et ils ont été très surpris de découvrir dans ces films des traditions qui avaient été perdues. Donc, ils ont à la fois fait des recherches sur ces traditions, comment on les pratiquait, quels étaient les chants qu'on chantait à l'époque, qui avaient été oubliés. Et puis, ils ont rejoué certaines parties du carnaval. Ils ont refait jouer l'harmonie de Cassel. Et comme en plus, c'était des très bons techniciens du son, ils se sont permis aussi de faire les bruitages de foule. Il y a un endroit, la Libération de Cassel, où
au moment de l'armistice, où on voit tout le monde est réuni autour du monument aux morts, hein, le 8 mai 45, et il y a des véhicules qui passent, on entend le bruit des véhicules, on entend le bruit des pas dans la neige. Enfin, vraiment, toute cette sonorisation de ces films muets leur a donné un relief extraordinaire. D'ailleurs, ce soir, il y a une projection à Cassel pour l'harmonie. Et je vous signale que si vous voulez voir ces films, et surtout si vous voulez voir ce qu'on peut faire avec des films muets anciens et leur donner du relief, eh bien vous allez pendant les vacances de février au musée de Cassel, où vous allez pouvoir regarder ces films puisqu'ils vont être projetés en permanence. Merci messieurs pour vos précieux témoignages. Alors nous, structure d'archives, on n'a pas du tout conscience, parce que la plupart du temps, quand on récupère vos films, les personnes ont disparu, donc on n'a pas du tout conscience de ces conditions de production, cette dynamique, cette émulation qu'il y a dans vos clubs. Donc on les appréhende d'une toute autre manière par la ressource historique que peuvent représenter vos films. Et c'est un peu la question, vous en parlez peu parce que vous avez la tête dans le guidon, mais nous, vos films sont des traces de l'histoire du territoire. Et est-ce que vous avez conscience est-ce que vous avez conscience de l'utilité sociale de vos associations? Est-ce que vous avez conscience de faire patrimoine? Quand vous dites, vous filmez le carnaval, je suppose que des versions du carnaval de Dunkerque, vous en avez 50. Voilà. Et cette évolution, est-ce que ça, vous en avez quand vous vous lancez dans un film? Et quelle est la part des films alors, comment dire? J'allais dire qui servent à rien. Quelle est la part des films qui sont sur des préoccupations très individuelles, purement un exercice technique ou esthétique? Et puis, quelle est la part des demandes auxquelles vous pouvez répondre, des demandes municipales, associatives, etc. En pourcentage? Alors, en général, bon, les films, comme vous dites, sur le carnaval, c'est tous les ans. Hein. Tous les ans, on fait au moins le bal du chat noir, c'est-à-dire on fait un bal. J'ai réalisé il y a quelques années un film Chapeau la tradition. Oui, c'est un film sur le carnaval avec mise en scène. C'est une fiction, quoi. On peut dire que c'est une fiction, mais il y a pas, je sais pas, si on peut pas se rendre compte en fait maintenant de la portée que ça pourra avoir plus tard. J'ai ressorti des films qui étaient tournés. Le premier carnaval qui a été de Dunkerque, qui a été fait avec Cocheloc, je crois que c'était Cocheloc, le tambour-major de l'époque, en 1946. On a les images de ça. Là, on s'aperçoit, quoi. On se dit, ouais, c'est vrai que c'est quand même quelque chose. C'est une archive. C'est quelque chose de précieux. Ce qu'on fait maintenant, je commence à le réaliser peut-être tout doucement. On se dit, bah tiens, c'est vrai, on vient de faire ça, mais dans quelques années, ça aura son impact, ça aura son utilité, quoi. Mais quand on se filme et qu'on le fait directement, c'est pas notre motivation première, parce que on est tellement pris par la technique, l'envie de réaliser et de montrer les choses comme on a envie de les montrer, qu'on pense pas à l'avenir comme ça, quoi, je veux dire. C'est vrai qu'au moment où on réalise le film, on n'a pas cette conscience de dire bon, ça servira peut-être plus tard, quoi. On est effectivement, comme vous disiez, on a le nez dans le guidon et puis bon, on essaie de faire au mieux et c'est qu'après, avec le recul, on se dit oui, après tout, dans quelques années, effectivement, il y aura une trace, voilà. Mais c'est vrai que sur le coup, on n'y pense pas. Enfin, moi, j'y pense pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a d'excellentes relations entre la municipalité et un club, généralement il y a une petite subvention, etc. Bon, on se doit aussi de renvoyer l'ascenseur, quoi, ce qui me paraît assez logique. Hein, donc, à LM, par exemple, on a fait il y a 3 ou 4 ans un film sur tout ce qui se passait à LM avec toutes les associations pendant 1 an. Donc c'était un gros travail. Donc là, on a fait appel aux membres pour faire ce film. Et puis, bon, bah, la mairie est contente d'avoir une panoplie complète d'une année d'activité, quoi, des associations.
fait un film pendant 1 an sur notre village. Et 10 ans après, ils nous ont demandé de le repasser. Tu te rappelles, à Villers-Paul? À l'époque, oui, mon épouse était adjointe au maire et donc elle s'occupait entre autres de l'animation. Elle me dit qu'est-ce que je peux faire pour animer le village. Je dis bouge pas, tu vas voir, ça va être simple, on va faire un film. Donc on a fait un long métrage, là, 1h30, sur l'histoire du village et de tout ce qui s'y passe. Et j'ai dit, tu vas voir, on va montrer aux anciens qui sont nés dans le village qui ne connaissent pas leur village. Et c'est ce qui s'est passé, parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait quelqu'un qui fondait de l'or dans le village, il y en avait un radioamateur qui communiquait dans le monde entier, enfin, etc. Et puis on s'est amusé, enfin amusé entre guillemets. On savait qu'il y a des petites discordes entre les uns et les autres, et je me suis arrangé au montage de les mettre ensemble. Et on a fait une projection, et finalement ils se sont reparlés. Donc voilà. Donc. Mais donc vous avez des archives qui pourraient intéresser aussi les universitaires, parce qu'il y a quand même des formations universitaires à Lille, à Boulogne-sur-Mer, à l'ULCO, sur à la fois la sociologie, l'histoire, et eux, ils sont en manque de documents. À part les documents écrits, des images, ils n'en ont pas beaucoup. À côté de ça, vous avez des écoles qui forment des techniciens du cinéma. Et eux aussi, ils cherchent des stages pour travailler sur du montage, de la correction d'images, des choses comme ça. Il y a peut-être un partenariat à développer, oui. Ne serait-ce que, moi, dans tous les films que j'ai vus chez Archipop, mais aussi ceux qu'on n'a toujours pas vus, qu'on m'a donné récemment, par exemple sur les grèves de dockers en 92 ou 93, c'est pas si loin que ça, mais c'est quand même loin. Quand vous regardez, on reconnaît beaucoup de gens qui sont tous en retraite maintenant. Ces films-là, c'est quand même une matière qui intéresserait à la fois des sociologues, des gens qui sont formés au patrimoine, des gens qui ont une vocation de réalisateur. Il y en a, hein, et il y a des moyens pour ça. Il faut juste faire rencontrer les gens et puis se servir d'Archipop comme réserve d'archives tout à fait passionnante. Ne serait-ce que sur le port de Dunkerque. Moi, je vois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui venaient de Lille, qui venaient d'un peu partout, visiter le port de Dunkerque dans les années 50, 60, 70. Rien que ça, c'est un sujet. Puisque vous voyez à travers ça toute l'évolution. Et vous voyez aussi à travers ça aussi toute la vie des gens, quoi. Et ça me paraît important. Ouais. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est un peu la vision que vous avez aujourd'hui sur l'avenir des clubs. Parce qu'on sait pertinemment que comme tout le milieu associatif, il y a un problème à un moment de passage de témoins entre les générations et tout. Et donc, je voulais savoir si c'était aussi propre au club de cinéastes amateurs. Et la deuxième chose, c'est le fait que nous, structure du patrimoine et tout, on s'intéresse à vos films. Est-ce que ça change votre regard sur vos films ? Oui, l'avenir des clubs, c'est certain que c'est à mon avis un problème parce que on n'arrive pas à recruter des gens. Bon, de temps en temps, il y a un membre qui vient, mais ça suffit pas, quoi. Il y a des décès malheureusement tous les ans. On vieillit tous. Voilà. L'effectif, même globalement, de la fédération diminue pour les mêmes raisons. Au niveau des Hauts-de-France, nous étions 250 adhérents pour 10 clubs. Et toujours chez 10 clubs, nous sommes encore 125 adhérents. Donc nous avons perdu la moitié de nos adhérents. À la fédération, il y a une cinémathèque. Et puis les films qui passent aussi dans les concours régionaux et nationaux sont sélectionnés pour la Bibliothèque nationale de France. Ils vont à la BNF. Hein. Voilà, il y a donc tout un répertoire pour la BNF, où il y a je ne sais plus combien de milliers de films. Hein. Et juste pour apporter une deuxième précision sur la question du CNC, c'est une question qu'on n'a pas vraiment abordée, mais la plupart des cinéastes amateurs, ils filment en 16 mm, qu'on considère souvent comme un peu le semi-professionnel. Et nous, dans notre fonds à Archipop, il y a certains cinéastes qui faisaient partie de clubs qui ont reçu des commandes de la part de la mairie, notamment à Senlis, pour faire des films et qui en fait ont reçu un visa d'exploitation et qui sont forcément donc au CNC. Mais c'est la seule raison pour laquelle ils sont au CNC, c'est parce qu'ils ont fait vraiment la démarche d'avoir un visa d'exploitation et ils ont été déposés comme ça. Et je pense que faire un visa, c'est pas quelque chose de courant parmi les clubs.
Non, dans nos concours, surtout au niveau national, il y a quelques films qui ont. Aujourd'hui, c'est un numéro ISAN, hein, mais enfin, c'est pareil, quoi. Et bon, alors, on se dit, ils sont professionnels, ils sont pas. Ils ont fait des demandes de subventions, ils en ont eu, donc ils sont sur le fil du rasoir, quoi. Donc la question se pose en disant, est-ce qu'il faut les exclure ou pas, bon, c'est. Voilà, c'est la limite du non professionnel, parce qu'aujourd'hui on dit plus amateur, on dit non professionnel. J'aurais une question donc, qui vient des Archives nationales du monde du travail. On a compris que votre activité dans les ciné-clubs était une activité de loisir, que vous avez comme sujet de prédilection peut-être des animations, des choses qui se passent dans la vie courante. Mais est-ce que vous avez, à certains moments, eu un regard sur le monde du travail, soit votre travail, soit le travail des autres? Est-ce que filmer le travail a été un sujet à un moment donné dans votre pratique? Pour ce qui nous concerne, non. Moi, non. Moi, j'en ai pas fait beaucoup, mais j'en ai fait quelques-uns, oui. Sur l'activité dont un extrait, j'ai bien compris, va passer demain. Voilà. Sur des métiers, vous voulez dire Ah oui, sur des métiers. Sur des métiers, des boutiques, des usines, des ateliers, des bureaux, peu importe. Des usines, non. On ne veut pas mélanger travail et loisirs. Mais à vous poser sur la façon dont vous définissez ce que vous faites. Si j'accepte un propos très récent de Christian, vous ne vous êtes pas défini comme créateur. Alors vous n'êtes pas non plus défini comme technicien, vous êtes surtout défini comme des complices et des acteurs collectifs. D'ailleurs, quand on vous voit vous passer le micro, on voit que vous êtes digne des rappeurs de ce point de vue. Et donc, est-ce que vous qualifiez ce que vous faites, comme l'a fait d'ailleurs Christian il y a une minute, de création, ou qualifiez-vous votre production sous d'autres termes? Quelle idée vous en avez? C'est certainement de la création, oui, parce que on démarre d'une idée et puis on brode là-dessus, on crée. Oui, c'est de la création, oui. On tisse, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Mais au fur et à mesure, on avance dans le processus. Oui, il y a toute une démarche. À partir du moment où on a une idée ou un sujet, il faut le décortiquer, il faut le comprendre. Parce que quelquefois, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Il faut le comprendre. Et puis, il faut passer par un stade d'écriture quand même. Même s'il est assez succinct, malgré tout, il faut rédiger une note d'intention, voir un peu où on va mettre les pieds, comment on va s'y prendre. Qu'est-ce qu'on veut raconter, être en accord avec la personne, le sujet, être en accord avec soi-même. Il faut être en accord avec son propre sujet. Parce que quelquefois, on a tendance à démarrer un film et puis on se rend compte que on va incorporer à l'intérieur un deuxième sujet, ça ne va pas être clair pour le spectateur. Donc il faut se mettre à la place du spectateur. Est-ce que je vais être compris? Comment je peux faire pour être compris, etc., quoi. Donc c'est à partir de là, je pense qu'on pourrait qualifier ça quand même de création. Par cette démarche un peu intellectuelle qu'il faut faire avant d'appuyer sur le déclencheur. Oui, le film, c'est un peu comme un panoramique. Un panoramique, tout le monde sait ce que c'est. C'est la caméra qui part d'un point et qui va sur un autre. Il faut partir d'un point intéressant pour arriver sur un point très intéressant. Donc c'est un peu ça la démarche d'un film, c'est de partir de quelque chose de simple peut-être même et d'arriver sur quelque chose qui intéresse vraiment le public. Oui, même un documentaire, mais il faut essayer de susciter une émotion, quoi. Il faut qu'il se dégage quelque chose du film, quoi. S'il est réussi, c'est ça, quoi. Il faut que le spectateur ressente quelque chose, même sur un documentaire, hein. Le choix du sujet, comment il se fait? C'est une bonne question, mais je ne sais pas, des fois ça vient comme ça, clac, hop, on dit tiens, je vais faire un tel sujet. On peut partir d'une anecdote ou d'un simple commentaire qu'on a lu dans un journal ou quelque chose comme ça, ou
d'une personne qu'on a côtoyée. Là, j'ai côtoyé une personne très intéressante. Là, je vous dis pas qui c'est parce que je veux faire un film dessus. Et je vais le contacter et je sens qu'il y a quelque chose, il y a du potentiel, il y a des choses très intéressantes qui, d'ailleurs, rien que dans la conversation qu'il a eue avec nous, on était à deux, et il était passionnant, quoi. Donc déjà, ça peut être un départ pour une réalisation. Personnellement, j'ai repris souvent, enfin plusieurs fois, des sujets très intéressants en regardant les actualités, notamment les reportages à TF1 à l'époque, ou sur FR3 aujourd'hui, des reportages mais très courts, de une minute 30, on parle un sujet, puis tiens, il y a un truc là, ça fait tilt, et puis je vais contacter la personne, et puis voilà, puis c'est parti sur des grandes aventures, notamment un film avec, c'était à l'époque de Jean-Pierre Pernaut, qui avait passé un reportage très court sur le père André-Marie. Je sais pas, que c'est peut-être pas, voilà. Voilà, et puis c'est un personnage extraordinaire, et il faut que je le contacte. On l'a contacté, et puis finalement, de fil en aiguille, on est parti avec lui à Madagascar. On a rencontré le père Pedro, enfin c'est toute une aventure. On a fait 4 films avec lui, quoi. Donc c'est un artiste en même temps, et puis un généreux, et puis bon, il passe sa vie à récolter des dons pour les enfants malheureux, quoi. Donc c'est. Alors moi, je suis assez étonnée parce que c'est maintenant que vous vous dévoilez, parce que j'avais l'impression que vous faisiez des films pour vous-même, sans penser aux spectateurs. Et là, vous parlez d'émotion. Là, il y a quelque chose d'autre, quoi. Parce que j'avais l'impression qu'on était dans la technique, il fallait faire comme ci, comme ça. Et puis là, maintenant, vous parlez un peu d'émotion. Alors, je suis contente d'entendre un peu d'émotion. Parce que quand même, faire des films, il doit y avoir de l'émotion, quand même, du sentiment. Oui, voilà. Hein, on ne fait pas des films rien que pour soi. Voilà. Donc, je pensais que le spectateur, il ne comptait pas du tout. Hein, donc je me permets de le dire, Si, parce que le vraiment, film, ça m'avait choqué. en fait, on fait un film pour le spectateur. D'accord, mais vous ne l'aviez pas dit du tout. Je ne l'ai pas dit tout de suite, non. Non, vous l'avez dit que voilà, à la fois d'avant. C'est le panoramique, c'est du intéressant ou très intéressant. J'ai bien compris. Et moi, justement, je voudrais faire un petit retour en arrière par rapport à Jeanne de Vos. Donc, il y a un monsieur qui représente l'association La Jeanne de Vos. Et ils ont fait, je pense que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, je ne me rappelle plus, tout un passage sur Jeanne de Vos, la présentation et tout. Et là, on sentait vraiment que cette femme, c'était de la photo, mais la photo et cinéma, ça peut être à peu près pareil. Et elle faisait des photos, mais elle mettait la personne qu'elle photographiait en avant. Donc elle était derrière, mais elle restait derrière, quoi. Et elle mettait justement plein de sentiments, plein d'émotions. Et justement, comme j'avais vu ce monsieur, je me suis souvenue de Jeanne de Vos, et je me suis dit, mais quand même, ces cinéastes, qu'est-ce qu'ils font, quoi ? Ils photographient quoi ? Ils prennent quoi en photo ? Ils se prennent eux-mêmes, ou je sais pas, enfin, je comprenais pas. Et je suis contente que là, j'ai entendu un peu de sentiment, de l'émotion. Oui, voilà. Bah, pour illustrer ce que vous dites, quand on fait un portrait d'un artiste, par exemple, je prends un exemple comme ça, généralement, là, pour écrire le film, on fait parler, on fait un enregistrement à bâton rompu, de façon à avoir toutes les idées, puis à retirer ce que vraiment on va mettre dans le film. Mais au moment où on fait le film, même si l'artiste dit bon, il faut me poser une question parce qu'il ne sait pas comment démarrer sa réponse à son interview, je fais en sorte que, enfin c'est comme ça que je fais personnellement, je fais en sorte de m'effacer, c'est-à-dire que dans sa réponse, il formule la question. Ce qui me permet au montage, je m'efface, c'est lui qui s'exprime, c'est pas, je lui pose pas, c'est pas comme un journaliste qui vient, voilà. Et je pense que ça passe à mon avis mieux. Et à ce moment-là, il finit par se libérer, la personne se libère, et c'est là qu'elle va lâcher les choses intéressantes, quoi. Voilà. De toute façon, quand on filme, on a toujours Enfin, moi, personnellement, j'ai toujours cette sensation d'être à la place de celui qui va regarder. Oui, voilà, c'est ça. Parce que si on filme pour soi, ce ne sera pas la même chose. Là, on pense, là, je montre quelque chose,
est-ce que je le montre bien, est-ce que celui qui va regarder va bien comprendre ce que je veux dire? Il faut toujours avoir cette pensée derrière pour être derrière la caméra. Oui, moi, je voulais simplement savoir quelle relation vous aviez avec le milieu audiovisuel à l'époque. C'est-à-dire que, je veux dire qu'à partir du moment où vous étiez dans un club, je pense qu'autour, il y avait un environnement professionnel avec des cinéastes ou simplement des gens qui faisaient du film institutionnel et tout. Est-ce que vous aviez des relations, vous, à titre soit individuel, soit dans le cadre du club, avec des professionnels? Non, pas du tout. Non, Non. Pas Le vraiment. seul rapport que nous avions, c'était entre les différents membres des clubs ou des clubs de la région, ou même au national. Quand on voyait, on discutait de ce qu'on faisait, bien sûr, mais on était toujours dans le même cercle. D'accord, mais vous n'invitiez jamais, par exemple, un cinéaste ou un professionnel pour venir C'est arrivé dans le temps, dans les concours. Ouais, on demandait des présidents de jury, oui. Mais il venait pas. À l'époque, il y avait un creuset extraordinaire, c'est quand on allait au festival de Lussac. Je ne sais pas comment ils faisaient leur compte, mais à chaque fois, il y avait un professionnel qui était président de jury. Donc à chaque fois, j'allais le voir en disant, ça vous intéresserait pas de venir chez nous en tant que membre du jury. Donc c'est arrivé plusieurs fois. On a eu des grands réalisateurs. On a eu par exemple Michel Wynne, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui est venu en tant que président de jury à LM, au festival. Il y a une question qu'on n'a pas directement évoquée, c'est votre vie professionnelle. Est-ce que vous autres, membres des clubs, vous venez tous de circuits comparables avec une culture technicienne partagée peu ou prou, ou est-ce qu'au contraire, ça va de l'instituteur au médecin en passant par le travailleur du sexe? En ce qui concerne le club LMCV, on a des médecins, on a des notaires, on a des ouvriers tourneurs, il y a un mélange et tout le monde se mélange, et il y a des comptables, il y a des cadres, des non-cadres, mais on ne fait pas de distinction. Hein. Non, je pensais moins à un club fermé qu'à un profil type de compétences déjà qui se retrouverait dans la production cinématographique que vous réalisez. Donc merci beaucoup d'avoir participé et d'avoir répondu à toutes ces Avec questions. plaisir.